Dans l'histoire de la Ve République, François Hollande et Ségolène Royal forment un couple à part. 30 ans de vie commune, 4 enfants, tous les deux candidats à la présidentielle. Un couple que l'on a cru pendant longtemps inséparable. Cette histoire hors norme, c'est Michel Cotta, grande plume politique et grande voix d'Europe 1 qui va vous la raconter. Je m'appelle Sébastien Guyot, bienvenue dans le podcast Inséparable que j'ai le plaisir de produire pour Europe 1 Studio. Puis je voudrais dire à Cécilia et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Élysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la peine. Tout débute sur les bancs de l'ENA, où François et Ségolène se rencontrent en 1978. Et très vite, ils connaissent une ascension politique fulgurante. Un couple avec des débuts presque parallèles. En 81, 82, ils se retrouvent à l'Élysée, proche de Mitterrand, Ségolène Royal plus proche, François Hollande à l'époque plus discret. Ils se présentent aux élections ensemble, l'un dans les Deux-Sèvres, l'autre en Corrèze. Là, ce sont les législatives 88. Et les législatives 88 les voient tous les deux élus. Et donc chacun, on se demande évidemment comment un couple qui est aussi évident, aussi apparent, n'est pas marié, comment Hollande fait pour passer 4 jours par semaine en Corrèze, comment Ségolène Royal fait pour ne pas être là. En plus, ils ont 4 enfants. Donc, ils se rencontrent le samedi et le dimanche. Le dimanche est un jour familial. En gros, ce sont les grands-parents qui élèvent les 4 enfants, mais enfin, qui tous ont des rapports particulièrement chaleureux, proches avec leurs parents, même s'ils ne les voient pas beaucoup. Alors c'est marrant que vous parliez de ça, parce que j'ai retrouvé une petite archive dans la banque Europe 1 des archives sonores, où on posait la question à Ségolène Royal en 1991, comment vous faites en étant tous les deux députés avec les enfants? Écoutez. Les enfants sont entre les deux, quoi. Ils sont à Paris. Alors on a longuement hésité, etc. Puis justement, ça avait beaucoup amusé François Mitterrand. Quand on avait été élus, alors ils avaient dit mais alors que c'est incroyable, mais comment vous faites, etc. Est-ce que vous les mettez entre les deux? Alors on s'est dit, on a regardé sur une carte, on a cherché le centre de gravité, puis finalement non, on s'est dit que c'était pas possible, à moins que vous nous fassiez une autoroute entre la Corrèze et les Deux-Sèvres, mais sinon non, c'est absolument pas possible. Donc il a fallu se débrouiller, mettre les enfants entre les deux, donc on les voit en début de semaine, et puis on part ensemble dans nos circonscriptions en fin de semaine. Il y a quand même des liens quand même très étroits entre les circonscriptions. Alors voilà, ils avaient 3 enfants à l'époque, qui étaient nés en 84, 86 et 87. Il y en aura une 4e en 92. Est-ce qu'elle était, je vais faire juste un petit retour en arrière, est-ce qu'elle était aussi rayonnante quand ils se sont rencontrés sur les bancs de l'ENA en 78? C'était 2 personnages très opposés, non? C'était 2 personnages opposés, mais François Hollande, vous savez, n'a jamais aimé parler de sa vie privée. Par conséquent, il a caché longtemps sa liaison avec Ségolène Royal à ses propres camarades de l'ENA. Et puis un jour, simplement, il est arrivé en week-end chez un copain, et le copain lui a dit « Tu viens seul ?» Et il dit « Non, j'amène Ségolène ». Le dit copain était aussi à l'ENA, et donc ça a été sa première déclaration. Le dit copain. C'est Michel Sapin. D'accord, Michel Sapin, ancien ministre des Finances. Alors finalement, François Hollande va s'effacer derrière elle. C'est plutôt elle qui prend les Marocains, les portefeuilles ministériels, contrairement à Bernadette Chirac qui a tout dévoué pour son mari Jacques Chirac et pour sa carrière politique. Non, ça me rappelle une anecdote. Lorsque François Mitterrand veut la nommer au gouvernement un peu plus tard, elle dit mais enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour François? Et François Mitterrand dit écoutez, vous êtes déjà là, oui, mais il faudrait quand même faire quelque chose pour François. Alors François Mitterrand lui dit bon, très bien, alors c'est lui qui est ministre, pas vous. Ah ben non, c'est pas ce que je voulais dire, a dit Ségolène Royal. Non, pas du tout. Et elle est ministre et François Hollande ne l'est pas. Mais la carrière de François Hollande prend un autre tour lorsqu'il devient premier secrétaire du Parti socialiste, c'est-à-dire en 1997, pendant la cohabitation, pendant que Lionel Jospin est Premier ministre et Jacques Chirac président de la République.
Et là, à ce moment-là, il est le premier secrétaire des partis. Il a tout en main. Il se débrouille d'ailleurs très bien. Ça marche très bien avec Jospin. Mais Jospin tombe en 2002 puisqu'il n'est pas élu. Et donc, à partir de là, François Hollande a les mains assez libres. Et il se dit, voilà, c'est moi qui suis candidat ou qui serai candidat en 2007. Et il compte profiter du référendum sur le traité européen pour asseoir son pouvoir sur le Parti socialiste. Il risque donc un référendum interne au Parti socialiste qu'il gagne. Et puis malheureusement, les Français lui donnent tort, puisque quand ils votent vraiment pour le référendum... c'est le non qui l'emporte. C'est le non qui l'emporte. Et au fond, là, Hollande est pris à contre-pied et il s'aperçoit qu'il ne pourra pas se présenter vraisemblablement. Et donc c'est là que Ségolène et c'est là se dit... où Ségolène apparaît. Je vais y aller. Alors est-ce qu'ils en discutent tous les deux? Comment ça se passe, vous Écoutez, je ne sais pas, mais je peux vous dire, ils en ont sûrement parlé entre eux, mais ça n'a sûrement pas fait plaisir, évidemment, à François Hollande. Mais longtemps, on a cru que François Hollande lançait, au fond, la candidature de Ségolène Royal pour 2007, et qu'il allait après, au dernier moment, prendre sa place. Et tous les éléphants socialistes pensaient que c'était ça. Eh bien, ça n'a pas été ça. Et une fois que Ségolène était installée, elle a été installée et elle n'est pas partie. Et on lui a découvert un charme particulier, un charisme particulier. Les sondages ont commencé à être très très bons pour elle et très mauvais pour les autres. Il y a eu des primaires socialistes. Elle a écrasé 2 ténors, qui étaient quand même Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Et son envol, là, était... là, vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Mais c'est à ce moment-là, sans doute, que si elle a pris son envol, et ça, on ne le saura jamais, c'est parce qu'elle savait que depuis peu de temps, François Hollande avait une grande affaire avec une journaliste, et que peut-être c'était aussi la façon de renvoyer François Hollande, si j'ose dire, à ses devoirs, en se présentant lui elle-même. Ségolène Royal est donc candidate à la présidentielle de 2007, et c'est une espèce de revanche qu'elle prend peut-être parce qu'on apprend finalement que François Hollande, depuis 2 ans, depuis 2005, a une liaison avec donc Valérie Trierweiler. On ne l'apprend pas à ce moment-là, oui. Mais on l'apprend bizarrement au 2e tour des législatives de 2007. Et on apprend que depuis 2 ans, en effet, les choses allaient très mal entre eux. 2 ans, ça veut dire 2005. 2005, c'est bien là où elle a marqué sa différence. Est-ce que ça veut dire se venger de François Hollande? Je ne pense pas qu'il s'agisse de se venger. Mais enfin, il s'agisse quand même de lui montrer qu'il pouvait avoir une aventure. Elle en avait une autre, elle, plus politique que la sienne. Alors justement, 2007, vous évoquiez les législatives. Petit retour en arrière, on a cette image aussi en tête après sa défaite au second tour de la présidentielle de Ségolène Royal avec François Hollande. Ils sont en train de discuter. Alors, on sait ce qu'ils se disent à ce moment-là. Je crois que là, je ne suis pas sûre qu'on ait dit des vérités. On pense que pendant cette scène, elle lui a dit « Tu m'as pas assez aidé pendant ma campagne présidentielle ». Et François Hollande me dit à moi, tout de suite après, non, c'est pas moi qui l'ai aidé, c'est pas moi qui ne l'ai pas aidé, c'est vraiment elle qui n'a pas voulu ni que les 2, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, qu'elle avait battus, soient avec elle ne les a même pas convoqués, ils s'en plaignaient d'ailleurs assez. Pas assez impliqués dans la campagne. Au fond, elle a joué perso, et moi, c'est pas vrai, je ne l'ai pas contrecarré, j'ai fait ce que j'ai pu. Elle a joué perso. Maintenant, c'est au tour de François Hollande de jouer perso, par un concours de circonstances sur lequel on ne va pas revenir forcément, l'affaire Dominique Strauss-Kahn, etc. Ouais. Toujours est-il que c'est lui qui est candidat en 2012. Comment elle le vit, elle, Ségolène Royal, que ce soit François Hollande, le candidat à la présidentielle? Je ne suis pas dans son cœur, mais elle avait voulu se représenter. Mais enfin, finalement, les circonstances n'ont pas été comme ça. Et là, pour le coup, François Hollande était en situation. Il était préparé. Un mot, simplement, le mot préparé me fait penser à ça. Il pensait quand même, François Hollande, quand Ségolène Royal s'est présentée, il pensait, et c'était son mot, qu'elle n'était pas assez préparée. C'est-à-dire, autant elle avait une emprise sur les gens, un charisme important, autant de temps en temps, il lui arrivait de faire la petite phrase qui faisait rigoler la presse ou qui la mettait vraiment dans la ligne de mire générale. Donc, elle n'était pas assez préparée. Donc là, elle pensait que 5 ans plus tard, elle l'était. Mais là, il n'était pas question... Qui lui laisse la place. C'était son tour à lui.
Alors justement, il va être élu, il va parvenir à la victoire face à Nicolas Sarkozy. Ce qui nous intéresse, ce sont les relations de couple. Alors moi, je voudrais qu'on aille sur cette scène, place de la Bastille, pour son premier discours de victoire. Et on a tous en tête François Hollande qui est là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il y a à la fois les deux rivales qui sont sur scène, Ségolène Royal, son ex-compagne, et la nouvelle Valérie Trierweiler. Racontez-nous cette scène incroyable. Alors, c'était une scène incroyable parce qu'on savait la vérité. On savait donc que Valérie Trierweiler maintenant allait s'installer à l'Élysée. Et Valérie Trierweiler n'était pas très contente que Ségolène Royal soit sur la scène, mais c'était assez naturel. D'autant que, dans mes souvenirs, François Hollande est allé l'embrasser. Voilà, il va lui faire la bise, en premier. Une bise. Et du coup, on voit à un moment donné, quand même à la grande surprise de tout le monde, Valérie Trierweiler embrasser François Hollande sur la bouche. Et qui lui dit, on voit sur ses lèvres, embrasse-moi maintenant sur la bouche. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on aurait dû se dire que le quinquennat Hollande avec les femmes avait mal commencé ce jour-là. Parce que quand une femme vous dit embrasse-moi sur la bouche maintenant sur ce ton-là, et avec la façon combinatoire dont elle semblait le dire, on se dit que les rapports du couple ne vont pas être commodes parce que Valérie Trierweiler a quand même une sorte de complexe vis-à-vis de Ségolène Royal. Et d'ailleurs, Ségolène Royal m'a dit, elle a beau dire et beau faire, le couple, ce sera toujours François et moi. Phrase forte. Et d'ailleurs, on s'en rend compte quelques semaines après, ce sont les législatives 2012. Elle est candidate, Ségolène Royal, et face à elle, elle a un candidat dissident, on va dire, Olivier Falorni. Et il y a ce fameux tweet de Valérie Trierweiler qui déclenche en réalité tous les problèmes de François Hollande. Quand on revoit la chronologie, les problèmes de François Hollande ont commencé ce jour-là, quand Valérie Trierweiler a envoyé donc un SMS à Olivier Falorni, donc le rival de Ségolène Royal, en lui disant qu'elle le soutenait. Au moment où Hollande faisait tout pour obtenir que Falorni s'en aille et que Ségolène reste seule. Moi, je me rappelle que quand ce tweet est tombé, je me suis dit c'est une blague. Et puis non, c'était pas une blague. Et c'était tellement violent, Michel, que je vais vous faire écouter la réaction de Ségolène Royal, juste derrière, qui était assez forte, et que vous me disiez ce que vous pensiez de cette réaction. Moi, les coups, je peux les encaisser. C'est pas évident, c'est pas facile. Trop, c'est trop. Il y a même des coups qui sont incompréhensibles, inimaginables, violents. Je n'ai pas voulu volontairement réagir. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas meurtrie, que je ne suis pas touchée, je ne suis pas un robot. On la sent profondément meurtrie et en même temps, elle va perdre cette élection. Et est-ce que ça ne va pas rapprocher Ségolène Royal et François Hollande ? Sûrement. Mais c'est surtout le début d'une figure de François Hollande qui après sera mise en cause par beaucoup de gens. Au fond, il n'a pas réagi. Et il n'a rien dit, il a laissé faire. Comme s'il était entre ces deux femmes, incapable de choisir. Et la petite phrase qui a couru à ce moment-là, le Parlement, qui était quelqu'un qui ne sait pas conduire sa femme, ne sait pas conduire la France. Et ça a été très important, beaucoup plus qu'on ne le croit. Une toute petite anecdote, énorme quand même, ça ne s'est jamais passé sous la Ve République que la femme d'un président se permette d'intervenir dans la campagne électorale. Bien sûr. Mais c'est à partir de là, je trouve, donc très vite, qu'on s'est dit... Ah, mais est-ce qu'il sait choisir ? Est-ce qu'il sait trancher ? Non, il hésite, il est très intelligent, c'est sûr, mais il hésite, il veut ménager la chèvre, le chou. Alors, ça a sûrement rapproché, évidemment, Ségolène de François Hollande, d'autant qu'ils se sont appelés, évidemment, après pour commenter la chose. Mais à la fois, ça a été très, très important dans le quinquennat de Hollande. Vous venez d'écouter Inséparables, un podcast produit par Europe 1 Studio et réalisé par Christophe Davio. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Faites-nous part de vos commentaires sur vos plateformes d'écoute. On se retrouve très prochainement avec d'autres épisodes. À très bientôt.